Le travail qui est effectué ici sur les industries de santé, c'est un travail qui a été, finalement amorcé avec le travail sur le bilan carbone du système de santé en 2020. Il y a eu 2 versions de ce rapport sur le système de santé, 2021 et 2023 et un des on va dire des angles morts de ce travail sur le bilan carbone des systèmes de santé, c'était la production médicamenteuse et la production de dispositifs médicaux. Alors on n'est pas du tout, originaux, hein, sur ce point-là puisque que ce soit nos collègues, anglais, irlandais, américains, suédois, et danois et j'en passe, avec qui on a pu, discuter sur ces, questions. On en arrive toujours aux mêmes conclusions, qui sont qu'il y a, un sujet, relatif à l'accès, à la donnée, sur la question de la production, médicamenteuse et de dispositifs médicaux au regard des données dont nous on a besoin, qui sont les émissions carbone. Donc, on va vous expliquer tout ça un peu plus en détail dans le cadre du rapport, mais du coup, ça méritait un travail plus approfondi qui a été amorcé par l'équipe et notamment Erwan aussi l'année dernière avec la note d'analyse des facteurs d'émission des médicaments. Donc, pour rappel, le facteur d'émission, c'est la quantité de carbone qui est contenue dans une unité, là en l'occurrence, par exemple, au gramme ou au kilogramme de médicaments. Mais qui était un facteur, vous allez le voir, un facteur d'émission qui manquait de précision puisque c'était uniquement par équivalence monétaire. Et on avait déjà pu expliquer dans cette note d'analyse d'où venaient ces facteurs d'émission en fonction de là où ils étaient utilisés dans le monde, comment ils étaient interprétables, etc. De là, on a commencé des collaborations qui sont nombreuses à ce jour avec l'industrie, mais avec aussi la CNAM, que je tiens particulièrement à remercier aujourd'hui. Donc Claire Traon a été notre intermédiaire de choix privilégié pour l'amorçage de ce travail qui nous paraît indispensable parce que si on veut essayer de rentrer un petit peu dans le détail de cette question des émissions et donner finalement les clés aux gens qui sont sur le terrain pour travailler sur les scénarios de décarbonation, eh bien, on a besoin d'aller plus loin sur ces sujets et donc on a la grande chance d'avoir la CNAM qui nous accompagne sur ce projet industrie. Vous allez voir que c'est un projet qui a un niveau de technicité plus élevé, peut-être que ce qu'on a vu auparavant, notamment en raison de l'accessibilité, en tout cas d'une partie des données. C'est aussi pour ça que c'est préparatoire, parce que pour nous, on n'a pas forcément aujourd'hui toutes les données qu'on aurait voulu délivrer, mais ce qui était très intéressant, c'est que on s'est rendu compte que voilà, il y avait des difficultés ou des spécificités à ce travail et que on allait avoir besoin de la participation de toutes et tous si c'est possible. Je pense que c'était à peu près les quelques éléments que j'avais à l'esprit pour introduire le propos, donc je laisse la parole à Claire pour continuer cette introduction. Merci. Bonjour à tous. Merci Laurie, merci à toute l'équipe du Shift pour l'organisation de cet après-midi et puis pour tout le travail déjà réalisé. Peut-être quelques mots donc en introduction. Je suis donc directrice de mission de la transition écologique et en santé environnementale pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Cette mission est une mission nouvelle au sein de l'assurance maladie et elle existe parce qu'il y a eu une prise de conscience au sein du système de santé des liens entre l'environnement et la santé, le fait que les enjeux écologiques sont aussi des enjeux de santé. Et je pense que cette prise de conscience, elle est liée aussi et peut-être très largement par les publications du Shift Project et notamment le rapport Décarbonons la santé qui a eu un impact considérable dans la mise en mouvement des acteurs du système de santé et de l'assurance maladie en particulier. Peut-être 2-3 chiffres sur l'assurance maladie pour nous identifier, même si voilà, tout à chacun en tant qu'assuré social, je pense que vous savez qui sont les caisses primaires et la CNAM au global. Donc on est un acteur clé au cœur du système de santé, 80 000 agents. 67 millions de personnes protégées, 197 milliards de prestations remboursées en 2023. Et donc, en tant qu'acteur du système de santé, on considère qu'il relève de notre responsabilité d'agir en faveur de la transformation écologique du système de santé et en particulier sa décarbonation.
Donc, s'agissant plus spécifiquement des médicaments et des produits de santé, en parallèle donc, de la construction du schéma directeur pluriannuel de la transition écologique pour l'assurance maladie, on s'est fixé une feuille de route pour 2024 qui intègre ce thème des médicaments comme prioritaire. Cette action, elle s'inscrit évidemment dans notre feuille de route commune au national, qui est la planification écologique du système de santé, qui est pilotée par le ministère de la Santé. Et on peut se réjouir, je pense, du fait qu'il y a une dynamique qui est avérée avec l'ensemble de l'écosystème du secteur de la santé autour d'objectifs de décarbonation et de transformation écologique, avec, donc, je le disais, l'ensemble des acteurs, que ce soit les institutionnels, les ministères, la sécurité sociale, les établissements de santé, les professionnels de santé, etc. Il y a vraiment une volonté d'agir en commun sur ces questions. Et à titre d'illustration, le ministère de l'Économie et des Finances a organisé la semaine dernière un événement sur la décarbonation de l'industrie pharmaceutique, et c'était très motivant de voir la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur sur ces questions. Donc, encore une fois, merci au Shift Project d'avoir occasionné donc cette prise de conscience pour le secteur de la santé. Et la poursuite de ces travaux est essentielle pour nous, pour les acteurs publics comme pour l'ensemble des acteurs du système de santé, dans la continuité de ce qui a été fait et pour permettre, Laurie l'a rappelé tout à l'heure, pour permettre d'identifier les bons leviers de décarbonation, les prioriser pour atteindre véritablement les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Vous allez le voir, il reste, voilà, il reste du travail à faire parce que le programme est aussi très ambitieux. Mais il est voilà, certain pour nous, comme pour beaucoup d'acteurs, je pense que les résultats sont nécessaires pour alimenter les décisions et l'action publique par la suite. Et donc voilà, je me joins à l'appel qui va être mené à toutes les bonnes volontés finalement pour transmettre les données qui permettront d'enrichir et de contribuer à la complétude de ce rapport et des futurs travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire Traon, merci beaucoup Laurie Moreau pour cette introduction. On va passer bientôt à la présentation du rapport. Petit rappel dans le chat, il est disponible en ligne sur le site du Shift Project. Et donc, c'est un travail qui a été mené par une équipe large, principalement celles et ceux qui sont affichés là à gauche de votre écran. Et je remercie particulièrement le groupe de travail sur les industries de santé, qui est composé de professionnels du secteur qui bénévolement prennent du temps pour contribuer au Shift Project. Parfois, c'est jusqu'à un jour par semaine ou plus. Parfois, c'est évidemment juste quelques heures. En tout cas, c'est significatif et c'est grâce à eux que ces travaux sont possibles aussi. Sur la droite, la partie de l'équipe qui est plus en soutien et qui est aussi en partie en train de venir renforcer l'équipe de travail sur ce projet d'envergure. Tu peux passer, Erwan? Merci beaucoup. Un petit rappel, donc ce rapport sur quoi? Pourquoi? Pour faire face au double défi qu'on appelle au Shift Project la double contrainte carbone, et donc desserrer cette contrainte qui aujourd'hui prend en étau le système de santé et notamment les industries de santé. En étau entre quoi? Entre d'une part le problème grave du climat que vous connaissez, donc qui nous engage à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire son intensité, pour éviter d'avoir à en souffrir trop ou à s'adapter trop. Donc c'est réduire les émissions, sinon souffrir, ou pour éviter de souffrir trop, s'adapter. Et là, on est vraiment sur le volet réduire les émissions des industries de santé de manière proactive, organisée, et donc de manière à préserver et à permettre le cœur d'activité et de l'utilité, le sens des industries de santé. La seconde contrainte, c'est la contraction de l'approvisionnement en énergie fossile qui nécessite de l'anticiper, ce qui veut dire réduire la consommation évidemment de charbon, mais aussi de pétrole et de gaz, également de manière organisée plutôt que de manière subie.
Donc la contrainte en amont sur les énergies qui permettent au système économique de fonctionner, de produire des médicaments, des usines, du transport, des services, des dispositifs médicaux, mais qui, en produisant ces biens et ces services, émettent aussi des émissions de gaz à effet de serre, qui sont l'externalité négative sur le climat. Donc contrainte amont énergétique, contrainte aval sur le climat. C'est là-dessus qu'a focalisé nos rapports sur le plan de l'objectif et du défi auquel ce rapport veut aider à faire face. On a au Shift Project depuis maintenant 2020 un programme de travail sur la santé, le climat, la résilience. Donc voici un petit historique des principales publications qui vont du rapport santé de 2021 mis à jour en 2023 dont on a parlé à un rapport spécifique sur le secteur de l'autonomie qui consomme un peu moins de médicaments et de dispositifs médicaux en proportion que le secteur de la santé dans son ensemble. Et puis entre les deux, une petite note sur les médicaments qui est encore en version intermédiaire à ce jour parce que justement, on a démarré sur cette base un projet entier dédié aux industries de santé et dont on publie aujourd'hui le rapport préparatoire. Dans la suite de nos travaux, 3 choses. La première, dans le temps, c'est un congrès Santé 2050 qui est organisé par l'association The Shifters, qui est l'association sœur du Shift Project et qui regroupe des bénévoles. Le congrès vous sera présenté un peu plus tard lors de la présentation des initiatives et je vous invite déjà à découvrir la programmation et à vous y inscrire parce que c'est important de donner aussi de permettre des analyses scientifiques des questions de santé sous l'angle climat et énergie. Puis, évidemment, les rapports d'abord intermédiaires puis final entre fin 2024 et début 2025 sur la décarbonation des industries de santé, avant de travailler sur ce qu'on appelle au Shift de son petit nom PPJS, la prévention, la promotion de la santé et le juste soin, ce qui se fera à partir de 2025. Et je passe la parole à Thomas Rambaud. Merci Jean-Noël. Bonjour à toutes et à tous. Avant de plonger plus en détail dans la présentation du rapport, je vais revenir sur le contexte et les objectifs de ce rapport sur les industries de santé. Pourquoi un rapport sur les industries de santé? Les chiffres qui sont présentés actuellement à l'écran, la plupart d'entre vous les connaissez, mais je vais quand même les redonner. L'empreinte carbone du système de santé aujourd'hui, c'est 8% de l'empreinte nationale, c'est plus de 85% de ces émissions sont indirectes. Et ce qui nous a servi de point de départ pour ce rapport sur les industries de santé, c'est que plus de la moitié de cette empreinte est liée à la consommation de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc en Shift, on a voulu creuser un petit peu cette histoire et d'où l'origine un peu de ce rapport sur les industries de santé. L'année dernière, lorsqu'on a présenté une mise à jour du rapport Décarbonons la santé pour soigner durablement, nous avons simulé les différentes trajectoires de décarbonation des produits de santé. Vous pouvez le voir sur cette petite animation qui était présentée il y a 1 an, qui simule justement ces possibles décarbonations des produits de santé. Donc, au milieu de cette présentation en bleu clair, vous voyez les diminutions de l'empreinte carbone qui sont liées aux produits de santé. Et on regarde cela dans le bleu un peu plus foncé sur la droite, les émissions qui resteraient à compenser par ce qu'on a appelé, ce que venait de dire Jean-Noël, la PPJS, la prévention, la promotion et le juste soin. Donc, en gros, une baisse du volume de consommation des produits de santé. Donc, ce rapport, qu'est-ce qu'il va nous aider à faire? Il va nous aider à affiner les potentiels de décarbonation de ces produits de santé. Et donc, d'être plus à même de situer l'effort supplémentaire nécessaire pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la SNBC. Également, il va permettre, bien évidemment, Claire et Laurie le rappelaient, il va permettre d'éclairer les politiques publiques et les industriels pour amener au bon rythme de décarbonation, toujours dans l'objectif qui est fixé par la SNBC. Suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, rapidement, en une seule phrase, qu'est-ce que c'est que ce projet industrie? Je vais le lire tout simplement, vous pouvez le lire comme moi. C'est d'une part évaluer les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de valeur de la production des produits de santé, médicaments, dispositifs médicaux, et bien évidemment aussi évaluer, ce qui est le plus important, les potentiels de décarbonation de chacune des étapes de production. Un petit point sur les émissions de cette chaîne de valeur.
aujourd'hui principalement les émissions de cette chaîne de valeur que l'on souvent regroupe dans le paquet achat, dans un poste qui s'appelle achat, est considérée comme des émissions indirectes. Et la valeur ajoutée de ce que notre rapport va apporter, c'est que on veut transformer ces émissions indirectes en une succession d'émissions directes, Scope 1, Scope 2, afin de mettre en lumière où seront les possibilités de décarboner, donc les leviers de décarbonation de cette production de dispositifs médicaux et de médicaments. Donc ça, c'est une partie du projet. Ce qu'on a vu, c'est que depuis 2-3 ans, il y a aussi une foultitude, si ce n'est une multitude d'initiatives qui œuvrent pour la décarbonation du système de santé. Et on a voulu également, dans ce rapport, et vous verrez quand vous accéderez à ce rapport, qu'il y a une large partie, une grande section qui est dédiée à toutes les initiatives, en tout cas pour celles qu'on a pu compiler, toutes les initiatives qui œuvrent pour cette décarbonation. Et à ce propos, en fin de présentation, comme l'a montré Jean-Noël, nous aurons 4 intervenants qui vont commencer à nous parler de ces différentes initiatives. Les travaux préparatoires, donc Laurie en a parlé un petit peu, ce n'est pas le mode opératoire classique au Shift Project, puisqu'on a généralement un rapport intermédiaire et un rapport final. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est dès maintenant présenter nos travaux dits préparatoires, qui sont généralement la base, enfin qui sont pas généralement, qui sont la base à la publication du rapport intermédiaire. Et pourquoi on veut faire ça? Justement, c'est pour embarquer le plus rapidement possible un plus grand nombre de parties prenantes pour nous aider à mieux construire et à mieux évaluer toutes ces possibilités de décarbonation. Donc, dans ce travaux préparatoire, nous allons vous parler des premiers éléments méthodologiques. Nous allons vous présenter les premiers résultats qui sont partiels mais qui sont quand même intéressants. Et surtout, ce que disaient Claire et Laurie, nous allons vous parler des limites auxquelles nous avons été confrontés, des limites qui sont principalement liées à un besoin crucial d'informations supplémentaires et de données supplémentaires. Donc, nous avons besoin de vous, d'une part pour commencer pour regarder, pour un autre regard sur nos éléments méthodologiques pour pouvoir l'améliorer. Donc, vos retours sont toujours les bienvenus, mais surtout, je dirais, sur notre besoin d'informations et de données supplémentaires. Je finirai, avant de passer la parole à Erwan et Clara, qui vont aller encore plus dans le détail de cette méthodologie, par vous présenter la méthodologie générale et le mettre en regard des différentes publications qui vont arriver en 2024 et en 2025. Donc, il y a 3 grandes étapes dans cette méthodologie générale. La première, c'est ce qu'on a appelé la cartographie matière. Qu'est-ce que ça veut dire, ce nom barbare, qui n'est pas si barbare que ça? Ça veut dire qu'on va vouloir quantifier sur l'ensemble de la chaîne de production toutes les matières premières et les matières intermédiaires nécessaires à la consommation des produits de santé. Et une autre composante très importante de cette cartographie matière, c'est qu'on va vouloir localiser l'ensemble des processus de transformation qui vont prendre ces différentes matières et les prendre et les mélanger pour arriver à la production finale d'un médicament ou d'un dispositif médical. Donc ça, c'est la première partie qui est vraiment structurante pour la suite de travaux. Ensuite, comme je dirais comme un bilan carbone classique, une fois qu'on a mis en valeur ces données d'activité, comme on pourrait dire dans un bilan carbone, nous allons les traduire pour pouvoir faire l'évaluation énergie-carbone. Donc, faire l'évaluation énergie-carbone viendra dans un deuxième temps et ça permettra d'évaluer les consommations énergétiques qui sont induites par ces flux de matière. Et en dernière étape, une fois que ces 2 grandes étapes, comme je disais, très structurantes et absolument nécessaires, seront terminées, nous allons pouvoir modéliser les leviers de décarbonation et donc déterminer le potentiel, on aime bien dire physique, parce que ça va lié à vraiment la physique des processus de transformation qui vont être nécessaires pour arriver à notre objectif de décarbonation en 2050. Comment ça va s'articuler par rapport aux rapports qui sont en cours et à venir? Donc, tout ce qui est cartographie matière et pour l'instant uniquement médicaments va être présenté dans le rapport préparatoire et c'est ce qu'on va vous présenter. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous donner de résultats carbone. Ces résultats carbone vont venir dans un deuxième temps.
d'ici à la fin de l'année, mais ça inclura médicaments et dispositifs médicaux. Donc ça, c'est pour le rapport intermédiaire. Et la dernière étape sera présentée dans le rapport final qui devrait être publié début 2025. Voilà pour un topo rapide et je laisse la main à Erwan et Clara pour passer en revue détaillée ces premières étapes. Merci beaucoup Thomas. Alors du coup, donc là, Thomas vous a présenté dans les grandes lignes la méthodologie de notre projet. Ce que je vais faire avant qu'on rentre dans le détail de cette méthode, c'est de vous présenter un exemple fictif pour illustrer ces grandes étapes. Et avant cela, je redonne quelques définitions pour que tout le monde ait les mots-clés en tête. Donc un médicament, ça contient du ou des principes actifs. Donc ça, c'est les molécules qui sont actives chimiquement et qui nous soignent. Le nom anglais, c'est API. Ensuite, ces principes actifs, on ne les consomme pas tels quels, donc il faut qu'ils soient mis en forme dans un médicament qui peut être un comprimé, un sirop, une gélule, etc. En fait, cette mise en forme, on appelle ça la forme galénique. Et donc, le principe actif est mélangé avec des matières premières qui, elles, sont inertes dans notre corps, qui s'appellent les excipients et qui servent juste à faire cette mise en forme dans une étape qu'on appelle la formulation. Ensuite, on a une étape d'emballage, donc ça s'appelle le conditionnement. On va avoir le conditionnement primaire, ça c'est ce qui touche vraiment, qui est au contact du médicament. Par exemple, les plaquettes d'où on sort les comprimés. L'emballage secondaire, c'est ce qui enveloppe l'emballage, le conditionnement primaire. Donc c'est les boîtes avec les notices, etc. Puis on a des emballages pour le transport, le stockage, etc. Et en fait, je passe sur ces deux mots un peu plus techniques que sont spécialité et présentation euh, pour, pour abréger un peu la présentation. Donc là, je présente un exemple qui est, je le rappelle, fictif. Donc c'est des faux chiffres que je vous présente, c'est juste pour vraiment qu'on comprenne ce qu'on entend par ces mots de cartographie matière, d'évaluation énergie carbone. Donc prends l'exemple fictif d'une catégorie de médicaments tryptophane qui est à peu près homogène dans ses modes de fabrication, cellules de production, etc. Et donc on va évaluer les flux de matière qui sont nécessaires pour la consommation de ces médicaments. Donc, on va avoir un premier principe actif, l'API 1, dont on a besoin d'environ 100 tonnes à l'échelle nationale par an. On a un deuxième principe actif, dont on va avoir besoin de 200 tonnes à peu près. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, on a besoin de mettre en forme ça avec des excipients. Donc là, dans notre exemple, on a dit qu'il y avait besoin d'environ 150 tonnes. Il faut des emballages, carton, du plastique, du verre, etc. Là, on a environ besoin de 100 tonnes. Et donc tout ça va passer par des étapes de formulation de conditionnement. Donc il y a des usines pour faire ça. Et donc ces usines vont recevoir tous ces flux de matière et vont devoir les traiter pour formuler et conditionner. Donc ça, on est dans la cartographie matière et c'est l'étape de quantification. C'est-à-dire qu'on caractérise qu'est-ce qu'on consomme et en quelle quantité. Ensuite, du coup, on passe à l'étape de localisation. Donc c'est où est-ce que ces choses sont produites, où est-ce qu'elles sont transportées. Donc là, toujours dans cet exemple totalement fictif, le premier principe actif, on a localisé la production en Chine. Le deuxième principe actif, il est produit en Inde. Ensuite, les excipients ainsi que les emballages sont produits en Europe de l'Est et tout ça est transporté en Europe de l'Ouest pour la formulation et le conditionnement. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est l'étape de cartographie matière. On quantifie, on localise. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est pas juste pour la beauté du geste, c'est pour ensuite pouvoir traduire tout ça en consommation énergétique et en émissions. Donc là, déjà, pour les consommations énergétiques, on se demande pour chacune de ces étapes, qu'est-ce qu'il y a derrière comme consommation pour chauffer des choses, pour transporter des choses, pour faire réagir des choses, etc. Donc, par exemple, on va avoir besoin d'électricité dans les usines. On va avoir besoin de gaz dans des usines pour des processus de chauffage. Pour les transports, on va avoir besoin de pétrole. Donc là, on évalue les consommations énergétiques. Ensuite, les émissions, ça peut provenir de l'énergie, ça peut provenir aussi d'émissions non énergétiques, donc par exemple des émissions de process. Donc, les émissions de process, c'est quand on a une réaction qui intrinsèquement a comme produit de réaction des gaz à effet de serre. Donc là, dans cet exemple, on en a mis un peu dans la partie principe actif, production des principes actifs. Et donc enfin, une fois qu'on a tout ça, on peut traduire en émissions totales de gaz à effet de serre.
et ce, à chacune des étapes de la chaîne de valeur, pour pouvoir vraiment répartir les missions sur toute cette chaîne. Donc ça, c'était l'exemple illustratif pour la méthode dans les grandes lignes. Et là maintenant, avec Clara, on va vous présenter la méthode plus en détail et les premiers résultats que l'on a. Donc là, je commence par la méthodologie de la cartographie matière. Donc, je vais vous présenter plusieurs briques de cette cartographie et de comment on effectue les calculs. Bien sûr, je vais le faire en version très simplifiée et tout ça est beaucoup mieux détaillé dans le rapport écrit. Et juste un mot d'introduction pour insister sur ce qu'a dit Thomas tout à l'heure en introduction, c'est que tout ce travail de cartographie qu'on fait, en fait, c'est qu'on agrège plein de données qui sont dans des sources très diverses. Et donc, on rencontre des difficultés pour ce travail-là, parce que ces sources, déjà, sont éparpillées un peu partout, donc il faut les agréger, il faut trouver les sources de données pertinentes. Ensuite, parce qu'il y a des données qui ne sont pas récoltées comme nous, on les utilise. Donc, on a un besoin de mise en forme de ces données qui entraîne déjà un certain temps pour les traiter et aussi une certaine perte d'informations, puisqu'on ne peut pas tout traduire. On a des données aussi qui sont confidentielles, beaucoup. Et donc, nous, forcément, ça nous pose des problèmes d'accessibilité de données et aussi de publication de ces données. Et enfin, on a des données qui sont non existantes, tout simplement, et qu'il faudrait collecter à terme pour pouvoir vraiment préciser tout ce qu'on essaye de faire. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, que on est très preneur d'aide sur cette partie de récolte de données, soit pour partager des données, nous flécher vers des sources, vers des contacts, etc. Donc maintenant, je passe sur différentes briques de la cartographie matière. La première brique, c'est qu'on quantifie des tonnages de principes actifs. Donc pour ça, le calcul est assez simple. On a des nombres de boîtes consommées annuellement à l'échelle nationale par présentation de médicaments. Donc présentation, c'est le médicament dans sa boîte. On multiplie ces nombres de boîtes consommées par des unités de médicaments par boîte. Et on multiplie tout ça par des dosages de principes actifs par unité de médicament. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait le tonnage de principes actifs d'une présentation donnée. Et comme ce principe actif peut se retrouver dans plusieurs présentations différentes, on somme toutes ces présentations pour avoir le tonnage total. Ensuite, on a une brique quantification des tonnages d'excipients. Donc là aussi, pour l'instant, on a fait des calculs assez simples qui consistent à récolter des données sur les masses totales des médicaments. Donc par exemple, combien pèse un comprimé au total. Et ensuite, soustraire à cette masse totale la masse de principes actifs qu'on a par ailleurs via la première étape. Et donc, ça nous donne la masse d'excipients, tout excipient confondu. Donc pour l'instant, on n'a pas encore été dans le détail d'excipient par excipient. C'est une des prochaines étapes. Et donc ça nous donne la masse d'excipient pour un médicament. Et donc après, pour avoir le tonnage total de tous les médicaments qu'on consomme, là pareil, comme pour les principes actifs, on fait le nombre de boîtes fois unité par boîte, fois masse d'excipient par médicament. Ensuite, on a des tonnages de conditionnement. Donc pour ça, calcul assez similaire, on va multiplier des nombres de boîtes par des ratios de consommation de matière par des boîtes ou par des blisters, par des flacons, etc. Donc là, pour chaque matière, plastique, les différents plastiques, le verre, le carton, etc., on va récolter des ratios pour chaque type de conditionnement. Là, pour l'instant, on est allé sur le conditionnement primaire pour démarrer. Il faudra qu'on complète cette étape et qu'on complète ensuite par le conditionnement secondaire et les emballages de transport, de stockage, etc. Donc ça, ce que je vous ai présenté, c'est des étapes de quantification. Et donc, comme je le disais avant, on va aussi localiser toutes ces productions, ces transports, etc. Ce qu'on a commencé, c'est déjà de localiser des productions de principes actifs. Comment on fait cela? On utilise les certificats de conformité à la pharmacopée européenne. Donc ça, c'est des certificats, donc c'est CEP pour abréger. C'est des certificats qui sont délivrés à des fabricants de principes actifs dans le monde pour garantir la qualité du produit qu'ils produisent, donc que la qualité du principe actif qu'ils produisent est conforme aux attendus sur le marché européen, et donc peut être vendu sur le marché européen. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lié ces certificats CEP aux principes actifs qui leur correspondent. Et donc là, pour prendre un exemple illustratif de la méthode, on a notre principe actif qu'on consomme dans une quantité donnée. On sait qu'il y a 4 fabricants
dans le monde qui peuvent le produire via ces certificats CEP. Et donc, ce qu'on fait, à défaut d'avoir plus d'informations pour le moment, c'est qu'on répartit uniformément la production. Donc là, on dit qu'un quart de cette quantité est produite par chacun de ces fabricants. C'est bien sûr une méthode qui a des limites. On liste ces limites dans le rapport avec des pistes pour résoudre ces limites. Et donc enfin, on a des étapes où pour l'instant, on n'a pas encore mis les choses dans le rapport parce qu'on n'est pas encore assez avancé dessus. Donc localisation des sites de production d'excipients, d'emballage, des sites de formulation, de conditionnement. Donc pour l'instant, on a un gros point d'interrogation dessus. Et on a une première piste qui est on a des notices qui sont de médicaments qui sont répertoriés sur le site de l'ANSM, la base publique des médicaments. Et donc, dans chacune de ces notices par médicament, on a un fabricant qui est indiqué avec son adresse. Et donc, potentiellement, ce fabricant peut nous renseigner sur les dernières étapes de formulation de conditionnement, sur où elles sont situées, mais il faut qu'on précise ça pour être sûr que c'est pas une étape encore plus aval de la chaîne de valeur. Donc voilà pour cette étape, cet aperçu. Et je passe la main à Clara pour vous présenter nos premiers résultats. Bonjour à tous. Alors, oui, je vais vous présenter les premiers résultats. Ces premiers résultats, c'est donc des résultats de la cartographie matière qui est un peu notre première brique pour arriver à la fin à la émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on peut considérer qu'un peu cette cartographie matière, c'est comme quand on dit bien quand même des données d'activité qu'ensuite on multipliera par des facteurs d'action. Les premiers résultats qu'on vous présente, il faut que je mette un peu un cadre. Ils sont dans un périmètre qui est conditionné par des bases de données auxquelles on a eu accès. En l'occurrence, c'est les bases de données de consommation de médicaments de l'assurance maladie. Et donc, le périmètre qu'on a à vous présenter aujourd'hui, c'est uniquement les médicaments remboursés en pharmacie d'officine en 2023 et en France. Ce que vous voyez là, c'est donc les 15 plus gros tonnages en principe actif de médicaments. Donc, vous allez avoir en ordonnée le principe actif et en abscisse les consommations annuelles. Une petite information importante, c'est qu'on a simplifié la nomenclature en simplifiant et en disant ATC1 égale principe actif. On sait que c'est pas le cas, on sait que c'est plus compliqué, mais pour nous, c'était plus simple de montrer les résultats avec des ATC5. Donc, dans la suite de la présentation, je vais utiliser le mot principe actif, mais en fait, il s'agit de libeller ATC5. Là, si je prends un exemple assez typique, on voit que le principe actif paracétamol, pour les médicaments remboursés en ville en 2023, en France, ça a été consommé à la hauteur de 3400 tonnes de paracétamol. Et là, on peut voir que pour les 15 plus gros, les ordres de grandeur, ça va de quelques milliers de tonnes à quelques centaines de tonnes. Merci, Erwan. Un deuxième résultat, c'est pour vous montrer un peu des ordres de grandeur de consommation de médicaments. Donc là, vous voyez des classifications de tonnage de médicaments de principe actif en abscisse et en ordonnée, vous avez le type de principe actif, le nombre de principes actifs, pardon. Donc si je prends un exemple, pour la barre la plus haute où il y a indiqué 234, ça veut dire que en 2023 en France, il y a 234 principes actifs qui ont été consommés à hauteur entre 100 kg et 1 tonne. Ce qu'on voit avec cette répartition, c'est que la plupart des principes actifs sont consommés entre 1 kg et 100 tonnes, mais qu'en fait, les principes actifs peuvent être consommés de moins d'1 gramme à plus de 100 tonnes. Et là, ce graphique, il prend en compte plus d'une centaine de principes actifs différents. 1 millier de principes actifs différents, pardon. Là, je reviens sur la partie résultats, sur les provenances d'API. Donc là, on a, dans un premier temps, je vous ai montré les quantités de principes actifs, et maintenant, on va regarder les provenances. Comme l'a expliqué Erwan, les provenances, on les a estimées à partir de la base de données des certificats de conformité à la pharmacopée européenne en utilisant un modèle de équiproportion. Je vais prendre un exemple, le paracétamol, encore une fois. Je vous ai dit qu'il était consommé à hauteur de 3400 tonnes de principes actifs par an. Là, dans notre base de données, on voit qu'on a 12 certificats qui permettent de mettre sur le marché le
le principe actif paracétamol en France. Et donc, si on en a 12 et qu'il y en a 5 qui sont situés en Chine, nous, on estime qu'il y en a 42%, donc 5 douzièmes, qui sont produits en Inde. On peut voir tout de suite une limite à cette méthodologie, c'est qu'on voit qu'il y a un CEP, un certificat en France. Or, on sait que le site de production qui est actuellement en France, il ne met pas sur le marché le paracétamol. Donc, on voit qu'il y a des données de terrain dont on a besoin pour préciser en fait ces données de provenance d'API. Un autre exemple, c'est l'exemple du milieu où on a un seul CEP et donc dans notre modèle, en fait, il n'y a que le Danemark qui va produire ce deuxième principe actif. Et bien sûr, en fait, on ne connaît pas les volumes de production. Donc, c'est des équiproportions qui ont des limites et qui sont bien expliquées dans notre rapport, toutes ces limites. Maintenant qu'on a vu la provenance des API en quantité, on va voir un peu les sites de production. Donc là, on a agrégé l'ensemble des CEP qu'on a trouvés dans notre base de données et qui correspondent à notre périmètre. Et on voit, et ce n'est pas du tout une surprise, qu'il y a une majorité de sites de production qui vont être en Inde puis en Chine, un peu moins quand même en Chine, et qu'après, les sites de production, ils sont répartis plutôt dans l'Occident. Ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que c'est en nombre de sites de production. Donc, ce graphique, il ne reflète pas la quantité de production. On peut imaginer que les sites de production en Inde, ils produisent plus que les sites de production en France, qui sont plus grands. Donc, ça ne prédit pas de la quantité qui va sortir de ces usines, ça dit uniquement le nombre de sites de production. Alors là, on a fini de parler des principes actifs et je vais commencer à vous présenter des premiers résultats sur les excipients. Donc là, on a un graphique qui présente les 10 plus grands tonnages en masse d'excipients pour des présentations qui ont été anonymisées. Donc vous avez dans les barres bleues la masse, les tonnages de principes actifs sur les barres bleu foncé et les tonnages d'excipients sur les barres bleu clair. Donc, on voit que, par exemple, pour la première présentation, on va avoir 500 tonnes d'excipients et 150 tonnes de principes actifs. Et là, pour ces 10 premières plus grandes classes, on voit qu'en majorité, on a plus de principes actifs que d'excipients, mais qu'il y a aussi plus d'excipients que de principes actifs, pardon, mais il y a aussi des présentations où il va y avoir plus de principes actifs. Le dernier résultat qu'on vous présente aujourd'hui et qui est encore une fois assez intermédiaire, hein, c'est des données qui sont encore assez peu robustes, c'est les résultats sur le conditionnement primaire. Erwan vous l'a dit, on va également après faire des extrapolations sur les conditionnements secondaires et tertiaires, mais pour l'instant, on n'a que des résultats sur les conditionnements primaires à vous présenter. Donc pour toujours le même périmètre, sur par exemple les flacons, donc sur l'ensemble des flacons consommés en France dans notre périmètre, on va voir qu'on a 206 kilotonnes de verre consommés par an, enfin en ordre de grandeur 200 tonnes, et en ordre de grandeur, on a 100 kilotonnes de plastique. Pour le conditionnement primaire plaquette, l'ordre de grandeur, c'est 8 kilotonnes pour le plastique et 12 kilotonnes pour l'aluminium. J'ai fini la présentation des résultats et donc maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Erwan sur la partie méthodologie énergie-carbone. Du coup, là, on revient sur de la méthodologie, et donc c'est de la méthodologie sans résultat pour le moment. Alors, juste à savoir, on a fait un exemple fictif d'application de cette méthodologie dans le rapport, qu'on ne présente pas ici, mais que vous pouvez lire dans le rapport. On n'a pas de résultat réel. Par contre, on voulait quand même mettre dans cette publication la méthodologie dans laquelle on se projette pour nos résultats à venir, puisque c'est un moyen pour nous de vous la présenter et d'avoir des retours de votre part sur est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction, dans une mauvaise, est-ce que vous avez là aussi des pistes de méthodes pour compléter, de sources, de contacts, etc. Donc du coup, on schématise ainsi la chaîne de valeur des médicaments. Donc on a déjà un peu parlé de tout ça en amont. Je vous la représente un peu plus en résumé à nouveau. Donc on a des matières premières qui sont nécessaires pour faire les principes actifs qu'on voit en haut à droite. Donc on va avoir des étapes intermédiaires dans la synthèse de ces principes actifs. On a besoin de solvants aussi.
Ces principes actifs avec les excipients passent dans une étape de formulation, puis ils sont conditionnés avec des emballages. Il y a des étapes de stockage, diverses étapes de stockage, avant que ce soit vendu et consommé dans les lieux de consommation. Et donc, entre toutes ces étapes, symbolisées par les flèches, on a des transports. Et donc, l'idée de cette évaluation énergie carbone, c'est pour chacune de ces étapes de se demander, bon, bah, qu'est-ce qui est impliqué par le processus en jeu en termes de consommation énergétique et d'émissions. À savoir qu'on se doute bien que comme il y a une très grande diversité de produits, on ne va pas pouvoir traiter dans chaque étape l'ensemble des 100% des médicaments de la même manière. Et donc, le message que je vais faire passer sur cette slide, c'est que en fait, on va vouloir créer des catégories de médicaments qui, elles, seront à peu près homogènes dans leur processus de fabrication, dans les localisations de fabrication, etc. Donc, on espère qu'on réussira à créer ces catégories, dans le but, là, de pouvoir les traiter dans l'ensemble ces catégories, plutôt que d'aller produit par produit, ce qui n'est pas l'objet de notre travail. Donc, par exemple, on se doute bien que les excipients, on ne va pas avoir 100% des excipients qui vont être produits avec les mêmes processus industriels et dans le même pays. Et donc, on va essayer de les scinder en plusieurs catégories. Je prends deux exemples de traitement d'étapes telles qu'on veut les calculer, sachant que dans le rapport, on détaille étape par étape pour toutes les étapes, et on donne aussi cet exemple fictif dont je vous ai parlé. Donc du coup, pour une étape de transport, comment on veut évaluer les consommations énergétiques, les émissions? Tout simplement, on regarde d'où le flux part, quel est son point de départ, où est-ce qu'il va, et du coup, quel est le kilométrage qu'il parcourt pour faire tout ça, et aussi combien de tonnes sont transportées. On regarde la topographie des lieux traversés, donc évidemment, s'il y a un océan entre les deux points de départ et d'arrivée, on ne va pas avoir les mêmes modes de transport dans nos hypothèses, et donc justement, on prend des hypothèses de modes de transport pour effectuer ces transports, donc du camion, du bateau, éventuellement de l'avion s'il y a des besoins spécifiques. Et donc, à partir de ces hypothèses, on peut évaluer, en prenant des consommations moyennes, quelles sont les consommations énergétiques nécessaires à ce transport. Et enfin, on peut le convertir en émissions. Un autre exemple, pour l'étape cruciale de la production des principes actifs. Donc là, on a listé quelques étapes de ce qu'on va essayer là aussi de faire. Donc déjà, on veut répartir la grande diversité des principes actifs dans des catégories à peu près homogènes. Et pour chacune de ces catégories, récolter des données d'activité qui la caractérisent et qui vont nous aider ensuite à traduire ça en énergie en émissions. Donc, qu'est-ce qui va caractériser la synthèse des principes actifs? Ça va être les matières premières qui sont utilisées, la longueur de la chaîne de la synthèse, donc combien il y a d'intermédiaires de synthèse, lesquels, etc. Quelles sont les consommations de solvants, quels sont les taux de perte, etc. Et donc ensuite, à partir de ça, on va chercher, on va rassembler des sources pour essayer de trouver des ratios énergétiques de consommation d'énergie au kilo de produit et des émissions éventuellement non énergétiques aussi au kilo produit. On convertit tout ça en émissions énergétiques et non énergétiques et on multiplie par les tonnages totaux pour avoir les émissions totales à l'échelle du secteur. Donc un exemple vraiment très très simplifié de calcul, c'est pour avoir une partie des gaz à effet de serre de cet ensemble. Donc on multiplie la quantité d'API par la quantité de gaz utilisé pour chauffer les cuves nécessaires à cette production de principes actifs, fois le facteur d'émission du gaz. C'est évidemment une méthode itérative, puisque on ne va pas, a priori, c'est-à-dire avant de commencer, on ne va pas déjà savoir quelles sont les catégories qu'il faut qu'on crée. Donc c'est aussi en cherchant d'où viennent les émissions qu'on va commencer à percevoir quels sont les critères différenciants qui font qu'il y a tel ou tel poste d'émission dans la production de ces API. Voilà, donc c'était deux exemples de traitement des étapes, et vous pouvez trouver plus de rapports de détails dans la publication. Maintenant, pour les suites à venir de ce projet, là, je passe sur une liste un peu à la Prévert des données qu'on cherche actuellement
histoire que bon, s'il y a quelqu'un dans les participants qui nous écoutent qui a des pistes comme ça, vous pourrez nous contacter après. Et ensuite, je passe sur les prochaines étapes et nos premières conclusions. On a besoin de données déjà pour avoir l'exhaustivité des médicaments qu'on consomme, parce que comme l'a dit Clara tout à l'heure, on a juste les médicaments de ville remboursés pour le moment. Donc on a besoin de ce qui est consommé à l'hôpital, de ce qui est consommé en ville non remboursé. Et c'est un peu en détail, mais ça nous aiderait d'avoir une correspondance exhaustive des codes CIP 7 et des codes CIP 13 pour les personnes qui connaissent. C'est expliqué dans le rapport aussi. Pour les étapes de localisation, on a besoin de données plus précises sur la production des API. Est-ce qu'on peut avoir... Alors, comme les CEP ne garantissent pas l'exhaustivité sur les sites de production, on a besoin d'avoir cette exhaustivité. Potentiellement, l'ANSM a des données qui pourraient nous intéresser pour justement avoir cette exhaustivité et plus de précision sur quels sont les sites effectifs qui produisent, parce que pour l'instant, on a les CEP qui concernent toute l'Europe et pas seulement la France. Il pourrait y avoir des données qui proviendraient d'industriels directement, qui pourraient nous renseigner sur nos sites d'approvisionnement, c'est cela. Et évidemment, il faudra un travail d'anonymisation, etc., pour garantir la confidentialité. Donc, c'est à discuter pour que ça se passe bien, justement, comme transfert de données. On a des besoins de données pour mieux répartir les productions de principes actifs. Donc là, notre méthode avec les CEP a plein de limites. Donc, si vous avez des pistes pour une répartition plus intelligente, on est preneur. Et enfin, des données sur les lieux de production des excipients, d'emballage, formulation de conditionnement, avec la première piste des notices dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour les matières, les process, il faut que j'accélère beaucoup? Oui. Ouais. Ok, bon, je passe sur cette slide, c'est expliqué dans le rapport. Et donc, pour les prochaines étapes, ce qu'on va faire, c'est... Alors, du coup, désolé, on n'a pas eu le temps d'inclure des travaux sur les DM. Donc, la prochaine étape, c'est d'inclure cette partie DM dans les produits de santé. On veut terminer la cartographie matière qu'on a commencé à présenter aujourd'hui, mais qui est encore incomplète, et passer à l'évaluation énergie carbone. Donc, comme vous l'avez entendu en long et en large, on fait un appel à contribution si vous avez des données pour nous aider. Et donc, pour finir, quelle valeur ajouter notre projet par rapport à toutes les initiatives qui existent par ailleurs? Donc, on fait un tour d'horizon de ces initiatives dans le rapport. Certaines vous sont présentées à l'oral juste après. Et donc, nous, là où on se situe à notre avis, c'est que déjà, on va apporter des messages à l'échelle du secteur, là où d'autres initiatives vont se concentrer sur les émissions produit par produit. Et une deuxième chose qui valorise notre projet, c'est qu'on essaye d'estimer les émissions sur toutes les étapes de la chaîne de valeur à partir de flux physiques, en traitant du coup le moins indirectement les émissions. Voilà. Et je repasse la main à Thomas, je crois, pour la suite. Oui, donc, avant de passer aux initiatives en cours, on est très en retard, très en retard, on n'a que 8 minutes de retard. Claire, c'est à toi normalement pour un point de vue de la CNAM sur la décarbonation du système de santé. Tu avais normalement 10 minutes, si tu peux faire un peu plus court, et peut-être qu'on rajoutera un peu de temps au moment de la conclusion pour ne pas mettre en retard nos intervenants qui ont un planning assez chargé. Donc, je te laisse la parole, Claire, et éventuellement, tu finiras pendant la conclusion. Merci, Claire. Ok, très bien. Merci. Alors, très rapidement, donc, vous donnez le point de vue de l'assurance maladie sur l'intérêt de ces travaux du Shift. Effectivement, on a besoin de préciser les ordres de grandeur qui nous ont été donnés par les précédents rapports et donc de préciser le potentiel de décarbonation des différents leviers et de les prioriser. Vous venez de le dire, on suit du côté de la CNAM aussi évidemment les travaux de construction d'une méthodologie d'évaluation produit par produit, donc que Charles Flau va vous présenter dans quelques minutes. Ces deux approches, elles sont à mon sens totalement complémentaires. On a besoin d'avoir cette évaluation produit par produit
pour travailler avec les industriels justement à la décarbonation de leurs produits. Et on a aussi besoin de cette vision macro que doit nous apporter le rapport du Shift pour connaître au global la consommation française de médicaments et pouvoir travailler aux politiques publiques qui permettront d'accompagner le secteur et les industriels dans la décarbonation de leur outil de production. Et ce rapport, il va aussi nous permettre, et Thomas l'a montré au tout début de la présentation, de mesurer le reste à faire via la promotion de la santé, le juste soin et la prévention. Et donc ça, c'est aussi des briques sur lesquelles, côté assurance maladie, on a l'intention donc d'investir et de s'engager pour là aussi accompagner l'ensemble du secteur dans ce mouvement donc de réduction de l'empreinte carbone et réduction des consommations. La volonté de l'assurance maladie, c'est donc de s'embarquer dans l'accompagnement des industriels et de la décision publique avec les autres décideurs publics, évidemment, dans la mise en place d'un cadre qui va permettre les évolutions nécessaires, la mise en place des politiques publiques nécessaires au changement et aux évolutions donc, de l'appareil de production des industriels. Dans notre rapport chargé produit, l'assurance maladie produit un rapport tous les ans. On s'est publiquement engagé l'année dernière sur une prise en compte de l'impact environnemental dans la fixation du prix des médicaments. Donc, c'est clairement des perspectives de travail pour nous. Et par ailleurs, je vous disais, donc, on a l'intention donc de pouvoir s'engager plus largement dans la gestion du risque et la pertinence des soins. Et donc, l'intérêt du rapport qui doit donc être construit, c'est de pouvoir mesurer voilà, à quel niveau vont devoir se situer aussi les efforts dans la réduction de la consommation de médicaments et de dispositifs médicaux d'ailleurs par la suite, en agissant sur les prescriptions, sur la délivrance, sur la limitation du gaspillage, le mésusage, etc. On a côté assurance maladie différents leviers pour ça. On mène des actions auprès des prescripteurs, auprès des pharmacies, aussi auprès des assurés pour un meilleur usage du système de santé. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi utiliser ces canaux-là pour agir en faveur de la transformation écologique du système de santé et de la décarbonation des produits de santé en particulier. En utilisant par exemple le partenariat conventionnel. Donc je ne sais pas si voilà, ça va parler à tout le monde, mais en tout cas l'assurance maladie signe des conventions, des accords conventionnels avec les différentes professions de santé de ville, avec des équipes pluriprofessionnelles également, qui fixent des engagements mutuels aux soins, de valorisation de l'activité, etc. Et dans ce cadre-là, on a aussi la possibilité d'actionner des leviers pour accompagner la transformation écologique de ces acteurs. Et pour exemple, puisque c'est l'actualité, dans le projet de convention médicale qui on l'espère sera signé dans les prochains jours, on intègre des objectifs ambitieux de prescription, enfin sur la prescription des médicaments. On intègre pour la première fois une consultation de déprescription pour des patients polymédiqués. Voilà, ce sont des exemples, ce sont des briques qu'on peut mettre en place au fur et à mesure avec les différentes professions de santé. Et on a aussi donc évidemment vocation à apporter des messages auprès des assurés sur le bon usage des produits de santé, du système de soins en général, sur le fait que les médicaments ne sont pas forcément non plus toujours nécessaires pour un bon traitement. On travaille aussi actuellement sur des projets donc, de lutte contre le gaspillage des médicaments. On a l'intention d'en discuter avec les infirmiers, notamment les pharmaciens, et avec les équipes pluriprofessionnelles plus largement. Et enfin, et c'est aussi une des briques qu'on voit dans les scénarios de décarbonation, la nécessité de développer la prévention, la promotion de la santé, et notamment la promotion de la santé environnementale, puisque c'est là aussi une des priorités
pour les actions de l'assurance maladie dans les prochains mois et années, dans une optique voilà, de co-bénéfice santé et environnement. Donc, en synthèse, je vais terminer. On a donc des objectifs partagés d'obtenir une réduction des émissions de gaz à effet de serre des produits de santé. Pour l'assurance maladie, c'est aussi un objectif de meilleure affectation des ressources financières pour l'assureur en santé que nous sommes et surtout aussi la possibilité de pouvoir générer des gains en santé pour les assurés que nous protégeons et que nous voulons continuer à protéger le plus longtemps possible et le plus durablement possible. Donc, on a besoin de cette étude et de la poursuite des travaux du Shift sur ce programme Industrie de santé pour pouvoir actionner avec l'ensemble des acteurs du secteur les bons leviers au bon rythme donc sur ces objectifs, objectifs de décarbonation, de pertinence et de prévention. Et donc, je renouvelle l'appel à l'ouverture et la transmission de toutes les données qui pourraient permettre de compléter les travaux et d'enrichir donc les connaissances sur ce sujet. Et je vous repasse la parole. Merci Claire. Vous avez pratiquement rattrapé le retard. Donc, je vais accueillir maintenant nos 4 intervenants, nos 5 intervenants, mais les 4 premiers qui vont nous présenter l'initiative en cours. On va commencer par Charles Flao, qui est chargé de projet décarbonation des industries de santé auprès de la Direction générale des entreprises. Charles, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Bon, j'essaie d'activer ma vidéo, mais ça ne fonctionne pas. Donc, malheureusement, je pense que ce sera juste en audio. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, donc pour présenter un peu rapidement et pour reprendre un petit peu ce que disait Claire, en fait, nous, on s'est aperçu très vite au lancement de ces travaux de méthodologie carbone et sur proposition donc, du comité stratégique de filière, qu'on avait un problème sur une très mauvaise homogénéité des analyses de cycle de vie qui pouvaient être faites. Donc, non seulement on avait déjà très peu de données et très peu d'ACV qui étaient réalisés sur des produits, et en plus, elles n'étaient pas faites de la même manière, donc ça ne nous donnait pas forcément de bases comparables sur lesquelles on pouvait ensuite ajuster à la fois la façon de prescrire ou de délivrer le soin. Donc, c'était un peu le premier objectif, c'était déjà de se mettre d'accord collectivement avec l'industrie, avec les professionnels de santé, avec toutes les personnes concernées, même les associations de patients, sur la bonne façon de comptabiliser les émissions, sur quels paramètres il fallait regarder, comment il fallait le prendre en compte, etc., pour être sûr qu'après, une fois qu'on avait les résultats de ces scores carbone sur plusieurs médicaments, on était sûr de pouvoir les comparer de la bonne façon parce qu'ils avaient été comptabilisés de la même manière. La deuxième chose qu'on savait, c'est qu'en fonction des produits de santé, il y avait une très très forte variabilité de l'empreinte carbone. En fait, ce qu'on ne sait pas forcément et ce que nous, on est capable de dire aujourd'hui aussi grâce aux travaux du Shift, c'est qu'une grande majorité des émissions du médicament, donc qui composent les achats de produits de santé, c'est à peu près la moitié des émissions du système de santé, et plus de la moitié de ces émissions qui sont dues aux médicaments sont en fait dues à la production du principe actif, qui peut parfois être très complexe, qui nécessite de nombreuses étapes de production, avec une consommation de solvants qui est très importante, des intermédiaires qui sont souvent des dérivés du pétrole, donc qui sont parfois très carbonés, très émetteurs. Et donc, c'était un peu là-dessus qu'on voulait mettre le doigt et qu'on voulait aussi inciter les industriels à réfléchir à la meilleure façon d'améliorer leur process de production. Parfois, c'est en réduisant le nombre d'étapes de synthèse. Parfois, c'est en utilisant des solvants biosourcés ou des intrants moins carbonés, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont à disposition. Donc, la méthodologie, aujourd'hui, elle a été lancée pour consultation publique ce matin. Donc, je pourrais vous transmettre le lien, si vous voulez, dans la boîte de dialogue. Et l'objectif, c'est qu'on ait vraiment le plus de retours possible, donc à la fois des industriels et de tous ceux qui sont directement concernés par l'application de cette méthodologie, puisqu'ils vont devoir l'utiliser en conditions réelles pour essayer de réaliser leur score, mais aussi par tous ceux qui devront l'utiliser, c'est-à-dire les professionnels de santé, les prescripteurs,
qui pourront avoir l'information de quel médicament est plus ou moins carboné et à quoi est due la majorité de l'impact carbone de ce médicament. Et aussi, bien sûr, donc les pharmaciens qui, eux, feront la même chose, mais côté délivrance, et aussi les patients pour qu'ils puissent avoir cette information. Donc, le résultat, il est donné sous forme d'une empreinte carbone qu'on appelle berceau à la tombe, qui est décomposée en plusieurs étapes, qui sont la production, le transport, utilisation et fin de vie, qui sont généralement des émissions minoritaires. Et après, donc, on a ce résultat global qui vous est donné pour information que vous pourrez directement utiliser et vous servir de ça. Donc voilà, merci Clara pour le lien de la consultation publique. Donc le but, après, nous, ce qu'on a voulu faire, et comme disait Clara, c'était d'abord donner l'information pour que déjà les industriels qui sont à des niveaux d'avancée, de connaissances sur le plan environnemental sont différents. Tout le monde n'est pas aussi avancé que Novo Nordisk et c'est regrettable. Donc, c'est donner cette information pour qu'ils puissent après ajuster directement sur les catégories d'émissions qui représentent la plus grande partie des émissions. Que nous, après, en tant qu'État, on puisse directement influer, que ce soit sur le prix des médicaments ou dans les marchés publics, dans la commande publique ou dans la façon de délivrer les médicaments, qu'on puisse directement influer en prenant en compte ces considérations environnementales pour vraiment dire que, voilà, valoriser déjà tous les efforts qui ont été fournis par les industriels qui sont plus avancés, par les industriels qui font l'effort de traiter leurs déchets, qui font l'effort de produire localement, qui font l'effort de produire de manière décarbonée, qui ont fait l'effort de rentrer dans une transition énergétique, que ce soit en installant par exemple des panneaux solaires ou en faisant des efforts d'efficacité énergétique au sein de leur site industriel. Donc de valoriser tous ces efforts-là, qui souvent sont des efforts qui se répercutent malheureusement au niveau des coûts de production, parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que particulièrement sur les médicaments matures où les marges se sont affaiblies au fil des années, ces efforts qu'on demandait supplémentaires devaient se répercuter sur les coûts de production et donc devaient se répercuter en termes de marge. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait créer aujourd'hui en termes d'incitation pour que vraiment on ait une valorisation de ce qui a été fourni derrière. Et le troisième point, c'est de donner les clés de compréhension déjà à tous les utilisateurs de la donnée qu'on a mentionné, que ce soit les professionnels de santé, mais aussi les patients, pour savoir déjà comment se répartissent les émissions et à quoi sont dues les émissions, et pour que chacun puisse après avoir les outils clés en main pour ajuster leurs pratiques en conséquence et améliorer donc, et réduire l'impact de notre système de santé et au moins de ce post-médicament qui représente quand même une part significative de nos émissions nationales. Si Charles, pour ce résumé, c'est pas simple de faire un résumé en 5 minutes d'un projet aussi complexe que celui-là. Je vais donner la parole maintenant à Étienne Tichit, directeur général France, Corporate VP chez Novo Nordisk, dont tu parlais juste avant, Charles, qui est pilote de la feuille de route de décarbonation des industries et technologies de santé au sein du comité stratégique de filière et technologies de santé. Étienne, je vous donne la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci encore une fois pour l'invitation. Je pense qu'on a, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on a effectivement un objectif commun. Je pense que ça a été très clairement exprimé depuis le début de cette réunion, qui est de réussir à décarboner les industries et technologies de santé. Et c'est le mandat qui m'a été donné dans le cadre du contrat stratégique de filière, avec cette ambition déjà de traiter, et par rapport aux questions qui sont posées, déjà au moins de traiter tout l'impact carbone de nos différentes industries qui représentent, on le sait bien, déjà 8% des gaz à effet de serre. Donc, on a un challenge commun qui est de réussir à infléchir la courbe. Alors, pour ça, on a, dans le cadre du contrat stratégique de filière, déjà, dans un premier temps, associé bon nombre de représentants de la force publique et aussi des industriels et l'ensemble des syndicats qui sont concernés et aussi le Shift Project. Et je tiens à vous remercier aussi pour votre input et votre challenge dans ce travail. Les travaux ont commencé donc en juin 2022
avec pour ambition de pouvoir émettre une feuille de route déjà sur la partie donc médicaments, sur toute la partie en amont, donc principes actifs, production de principes actifs, et puis ensuite donc distribution, répartition. C'est la feuille de route volet 1. Et puis sur le volet 2, on intervient depuis le début de cette année donc sur toute la partie dispositif médical, sur le diagnostic, sur tout le volet dentaire, ophtalmo, l'orthopédie, et j'en oublie toujours au moins un des secteurs, et le numérique en santé. Donc avec pour ambition de pouvoir décarboner les différents volets en fait, des industries de santé. Donc nul besoin de rappeler le niveau d'urgence, et la première chose, c'était surtout déjà de faire un état des lieux avec le volet 1, pour voir sur le médicament, sur la distribution, et puis la répartition, et puis toute la production des API, des principes actifs, et bien comment on pouvait intervenir. Donc, on voit que 80% des entreprises ont une ambition, une trajectoire, donc à horizon 2030-2035. Pour la plupart. Donc ça, c'était quelque part la bonne nouvelle, avec quand même un point d'interrogation qui est que faire des 20% qui sont en général, des 20% restants qui sont en général des entreprises de taille inférieure. Donc, comment réussir à accompagner ces entreprises? Pour autant, quand 80% ont une trajectoire, seulement 40% avaient fait leur mesure carbone fin 2022. Donc là aussi, un challenge de mesure de l'impact carbone, d'où aussi les travaux qui existent aujourd'hui, qui ont démarré avec la DGE, et puis ceux que vous conduisez au niveau du Shift, qui sont excessivement importants. Et puis derrière, dans cette feuille de route, ce que l'on souhaitait évaluer, c'était quel était déjà le niveau d'ambition pour l'ensemble de ces industriels et entreprises. Et on est aujourd'hui, quand on regarde entre 2015 et 2030, on est sur une ambition à moins 35% à production stable, en volume stable. Donc, on sait bien que pour arriver aux accords de Paris, il faudrait faire soit 2 fois plus vite, soit 2 fois plus fort, de façon à pouvoir être dans la logique des 1,5 degré. Donc, fort de ces premiers constats qui sont excessivement importants, la première chose, c'était d'imaginer quels étaient les leviers de décarbonation. Donc, pour ça, on a évalué une centaine de technologies et d'approches qui permettaient de démarrer avec des gains rapides sur des gisements importants, et puis aussi de travailler sur aussi des perspectives et des refontes de politiques. Alors, pas seulement de politique du médicament, mais aussi des refontes réglementaires et aussi des refontes de tarification, de façon à ce que, dans un contexte inflationniste et excessivement difficile pour les industries de santé, de réussir à concilier les besoins de santé, la production, la souveraineté. Et comme vous l'évoquiez, Madame Tramon aussi, c'est aussi un enjeu aussi de prévention et de bon usage du médicament, de façon à réduire les volumes, puisqu'on sait tous qu'un médicament pas utilisé pas nécessaire et certainement la meilleure option de décarbonation. Donc, fort de ce constat sur le volet 1, on a vu effectivement que bon nombre d'entreprises avaient déjà commencé à travailler sur tout ce qui était scope 1 et 2, avec malgré tout encore un reste à faire assez fort, puisqu'on mesure à peu près à 20% les réductions de gaz à effet de serre sur ces scopes 1 et 2. Donc, renforcement du scope 1 et 2 nécessaire, oui. Et puis surtout, travailler sur le scope 3, puisque le scope 3, c'est aussi la courroie d'entraînement pour l'ensemble des fournisseurs et des entreprises avec lesquelles l'industriel travaille. Et puis, j'aime bien le rappeler, on est tous le scope 3 de quelqu'un d'autre, donc il est nécessaire qu'on ait une filière de santé qui soit active sur cette décarbonation. Donc, dans les mesures, il y a un certain nombre de mesures, évidemment, et Charles, vous l'avez exprimé juste avant, des mesures qui sont relatives à l'accès au marché, la valorisation en fait, de l'effort industriel. Ça, c'est clé pour pouvoir aussi construire des outils industriels qui soient, si possible, localisés en France. On a clairement un avantage compétitif avec de l'énergie décarbonée et des conditions industrielles qui nous permettent d'être plus compétitifs en France avec des produits verts et plus verts que dans d'autres pays en Europe, et largement plus verts que dans des pays de producteurs tels que l'Inde et la Chine. Donc, on a une vraie opportunité aussi, puisque ça peut se traduire en levier de compétitivité pour les entreprises.
Il y avait un certain nombre de freins réglementaires aussi à envisager et administratifs dans le cadre de la décarbonation, de façon à ce que la France puisse faciliter aussi le réenregistrement de nouveaux dossiers avec des optimisations galéniques qui font intervenir moins d'intensité carbone dans leur process. Un soutien donc à l'investissement bas carbone pour l'ensemble des entreprises. On voit aujourd'hui, il y a pas mal d'aides de l'État à droite, à gauche, par les différentes fonctions. Et la question, et ce que l'on travaille avec les DGE, c'est aussi d'avoir un guichet unique. Et ça, c'est excessivement important parce que l'ensemble des entreprises devraient pouvoir trouver un moyen de pouvoir décarboner plus rapidement et d'être soutenu par l'État. Et puis, bien évidemment, et on le voit bien, la BPI aussi, qui aujourd'hui prend part à la mesure carbone, puisque la BPI aide aujourd'hui certaines entreprises à financer leur bilan carbone et derrière avoir un impact encore plus rapide sur cette décarbonation des médicaments. Donc sur le volet 1, le constat a été fait et il devait être suivi, et il est suivi aujourd'hui par les travaux qui sont portés par Charles et Covamed sur un référentiel commun sur l'intensité carbone pour les différents médicaments. Et puis aussi, à travers l'initiative que vous avez aujourd'hui au Shift Project, de pouvoir mesurer l'impact matière. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir, en toute transparence, en travail collégial et collectif, avoir une feuille de route qui soit implémentable, parce que la question de décarboner, je pense qu'il n'y a plus de débat. La question maintenant, c'est de réussir à le mettre en œuvre et de travailler sur la compétitivité de l'outil français de production industrielle médicamenteuse pour pouvoir créer des géants européens basés en France. Le volet 2 de la feuille de route est intéressant puisque au-delà des près de 300 entreprises qu'on a pu interroger sur le volet 1, le volet 2 donc, qui prend en considération le dispositif médical, le diagnostic, comme je l'ai évoqué, l'orthopédie, le dentaire et l'ophtalmo et le numérique en santé. Tout ce volet 2, en fait, montre une grande hétérogénéité des entreprises et puis des solutions aussi qui sont mises en œuvre. Donc là, on a un niveau de complexité qui existe avec des produits qui sont soit produits localement, soit très souvent importés en fonction de leurs composants et on le sait bien aussi souvent en Asie. Donc là, on a un vrai travail de fond à faire avec ces entreprises. On est à peu près sur 1600 entreprises qui sont concernées par la feuille de route 2. Et on voit que le niveau de maturité est moindre, donc plus d'accompagnement sera nécessaire pour que ces entreprises puissent répondre présentes et être parfaitement impactantes sur la décarbonation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit sur le volet 1 ou sur le volet 2, je pense que l'ensemble du secteur de la santé et des industries et technologies de santé est très à la manœuvre aujourd'hui, avec une ambition qui est forte et en même temps des contraintes, puisqu'on est sur des marchés qui sont compliqués, très contraignants sur le plan des prix, de l'accès et tout ça. Et on est dans un environnement sur lequel il va falloir trouver des points d'équilibre de façon à ce qu'on puisse offrir la santé que les Français et Françaises méritent. Et comme j'aime aussi à le rappeler, comme au début dans vos propos, Madame Traon, notre secteur, et si je reviens sur la partie médicaments, notre secteur est particulièrement engagé avec un engagement du LEM sur la décarbonation donc à hauteur de 50% donc à horizon 2030 sur les scopes 1 et 2 et à 25% sur le scope 3. Et dans cette logique de décarbonation, bien évidemment, on a aussi des initiatives qui adressent les problématiques d'utilisation de médicaments. Si on pouvait réduire les volumes de médicaments et utiliser des médicaments à meilleur escient, voire prévenir pour éviter les traitements, eh bien, effectivement, on aurait certainement gagné en GES. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous ce jour. Merci Étienne. Et comme on peut le voir, les travaux qui sont les initiatives et les travaux du Shift sont complètement complémentaires, sont entièrement complémentaires, et on a hâte que ça aboutisse pour avoir notre décarbonation au beau rythme. Je vais passer la parole maintenant à Virginie Delay, présidente du groupe RSE au SNITEM et directrice RSE de SGH, Medical Pharma. Virginie. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai un petit problème de caméra également. Bon, c'est pas grave.
Donc le SNITEM, Syndicat national de l'industrie. Si vous pouvez, maintenant je pense que vous pouvez démarrer votre vidéo, si vous pouvez essayer. Allez, ça marche, super, parfait, merci beaucoup. Donc, je disais que l'industrie des dispositifs médicaux est bien entendu évidemment concernée par la décarbonation, hein, comme tous les autres acteurs de la santé, comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. Alors, quelles sont les actions concrètes que le SNITEM essaye de mettre en place? Tout d'abord, c'est mesurer l'empreinte carbone des industriels, parce que pour pouvoir agir, encore faut-il savoir d'où on part. Et comme l'a dit M. Tichit à l'instant, c'est vrai que les fabricants d'UDM sont un petit peu en retard, mais ils veulent y aller fort. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Donc lors du baromètre RSE 2022 que le SNITEM a lancé, on voulait savoir où en étaient justement les entreprises d'UDM sur leur empreinte carbone. On n'a pas eu énormément de répondants, hein, sur cette première édition. On a eu 40 répondants, mais sur ces 40 répondants, on avait 55% de PME. Et parmi eux, 40% ont fait leur bilan carbone, mais seulement 25% l'ont fait sur les 3 scopes. Donc, on voit bien qu'on a un petit souci là, justement, de savoir déjà quelle est la réelle empreinte carbone. Par contre, ici, on est d'accord qu'on parle bien d'empreinte carbone entreprise et pas de bilan carbone produit, d'où l'importance des travaux en cours avec le Shift. Le deuxième point, c'est qu'il faut évidemment engager les adhérents du SNITEM. Alors, en avril dernier, on a fait paraître une charte d'engagement RSE des entreprises adhérentes du SNITEM. Et c'est vraiment un moment assez fort pour le SNITEM, puisque dans cette charte, on demande à nos adhérents, en tout cas, de s'engager sur plusieurs points essentiels, et dont le point de la décarbonation, où on leur demande de s'assurer qu'ils vont bien vers une transition vers une économie bas carbone, en s'efforçant à minima de suivre les objectifs nationaux, hein, de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 5% par an jusqu'en 2050, comme on l'a vu avant. Donc, nous, on demande à nos entreprises de, à minima, faire un bilan carbone sur les scopes 1 et 2 d'ici 2026 et d'entamer sur les 3 scopes après ce délai-là, selon la méthodologie au choix, soit de l'ADEME, soit GHG protocole. Le but ensuite, évidemment, dans un troisième point, d'agir, puisqu'on se rend bien compte que les politiques d'achat des groupements d'achat, des établissements de santé ou des appels d'offres veulent davantage prendre en compte l'empreinte carbone dans les questionnaires, sans pour autant le faire entrer dans les cotations. Donc ça nous posait aussi un petit souci. Donc le SNITEM souhaite faire évoluer ces pratiques et pour que la RSE, hein, dans sa globalité, soit prise en compte et bien sûr, évidemment, la partie carbone. Donc on s'est donc engagé dans plusieurs groupes de travail sur le sujet. Depuis le début de l'année, on en fait plusieurs. Le premier, c'est on s'est en partenariat avec le C2DS, qui est l'association fédérant des établissements de santé engagés dans un développement durable. On a cofinancé un scoring DM, appelons-le comme ça. On n'a pas le nom définitif encore, mais qui consiste à la création d'un outil discriminant d'aide au choix pour les acheteurs, selon la méthodologie AFNOR-SPEC. Cet outil se veut facile d'utilisation et il doit pouvoir permettre aux industriels d'y répondre facilement avec des informations qu'on a, puisque c'est une des infos qui a été donnée depuis le début de ce webinaire, c'est qu'on a beaucoup d'informations qu'on n'a pas, même nous en tant que fabricants de dispositifs médicaux. Le but, c'est d'avoir un questionnaire unique qui propose des critères discriminants sur 4 à 6 vulnérabilités, nous les avons appelées comme ça, tout au long du cycle de vie du produit. Comme ça, l'acheteur va pouvoir orienter, lui, son questionnaire en fonction de sa propre politique de son établissement. Et évidemment, le carbone est traité via la vulnérabilité gaz à effet de serre. Alors, où on en est dans ce scoring? Actuellement, le groupe est partagé en sous-groupes. Puisqu'on travaille sur chaque vulnérabilité pour la détermination de 4 à 5 critères pour permettre aux acheteurs de réellement comparer un DM versus un autre
avec ces fameuses données disponibles chez les fabricants. Ce scoring est attendu pour la fin de l'été 2024. Il s'adressera à tous les acheteurs et on espère que sa diffusion sera massive. Bon, évidemment, le SNITEM le fera, mais aussi par le CEDS et également toutes les plateformes d'achat. Le deuxième volet, eh bien, Monsieur Tichy vient d'en parler, hein, c'est la feuille de route de décarbonation des industries de technologie de la santé et le volet 2 sur les DM. Donc, plusieurs industriels ont travaillé avec le cabinet en charge de cette étude pour le questionnaire de l'enquête. Et puis, évidemment, plusieurs y ont déjà répondu. Donc, on en a déjà bien parlé. Je vais passer sur ce sujet. Le troisième est le scoring DM piloté par l'État. Donc, là, Charles Flao en a parlé également, hein. Donc, c'est la suite logique de ce qui est fait sur le médicament. Et donc, le SNITEM s'est rapproché de la DGE pour lui parler de notre fameux scoring DM et voir s'il y aurait moyen de récupérer des informations d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est une affaire qui est en cours actuellement et qui est à suivre. Enfin, la dernière, c'est pas la dernière, mais une des autres... un des autres points, c'est le triple E, l'excellence environnementale européenne, qui, elle, est une initiative de l'État qui se veut une sorte de référentiel chapeau à visée de normes et ou de labels européens sur ces questions. Là, les avancées sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table et parfois, on perd un petit peu de but, le but de point de vue. Donc, voilà. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur les avancées du SNITEM. Mais en tout cas, tous les industriels, tous les fabricants sont, eux, hyper volontaires pour participer à tous les travaux. Et on en a déjà parlé plusieurs fois avec le Shift. On est tous à votre disposition pour essayer de vous donner le maximum de données dès qu'on les a. Écoutez, merci Virginie. Et je prends votre invitation à nous donner des données et des informations supplémentaires au pied de la lettre. Et vous risquez de recevoir une liste de courses dès demain matin dans votre boîte email. Nous allons faire ce tour des initiatives par Inès de Maisoncelles, qui est chef de projet empreinte carbone à l'AP-HP, à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Inès, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, j'ai eu un petit écho. Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne sais pas si je crois qu'on est en train de passer mes slides, mais je commence. Je me présente, Inès de Maisoncelles. Donc, je suis au sein du département de transformation écologique et santé environnementale de l'AP-HP. Donc, je suis là pour apporter le petit volet hôpitaux. Merci beaucoup pour ces travaux préparatoires qui sont vraiment extrêmement précieux. Merci aux initiatives qui ont été présentées, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. À la PHP, on compte tout à fait s'appuyer dessus sur les résultats d'Ecovamet, sur les résultats du scoring DM. Et en attendant, j'essaye de vous présenter l'outil que nous, on a développé qui s'appelle Carbone. Je ne sais pas si j'attends mes slides. Ah oui, super, génial, parfait. Merci beaucoup. Et donc, pour rappel, un tout petit peu nos enjeux, nous, à l'hôpital, on a fait notre bilan à la PHP. On a un peu le même profil que le secteur de la santé et les travaux du Shift Project. Et donc, sans grand suspense, c'est le soin qui pèse très, très lourd dans notre empreinte carbone. Donc, on s'est forcément dit près de 60% pour 2022. Donc, on s'est forcément dit qu'il fallait qu'on travaille sur le soin. Et pour travailler sur le soin, il n'y a pas 6000 façons de travailler sur le soin. La première, c'est de travailler sur nos achats, sur nos marchés, de demander d'être plus exigeant sur le volet environnemental auprès de nos fournisseurs, de trouver de référencer des produits plus vertueux. Et la deuxième partie, c'est de changer nos pratiques de soins vers des pratiques qui soient plus respectueuses de l'environnement. Évidemment, à qualité de soins égale, ça reste la priorité absolue à l'hôpital. Évidemment, pour pouvoir mener à bien cette décarbonation du soin, on avait un frein majeur dont on n'a pas arrêté de parler depuis le début de la conférence, c'est évidemment le manque de données sur les produits de santé, comment on fait des choix. Quand il est difficile d'avoir la donnée pour pouvoir faire ses choix de façon éclairée. On en a parlé aujourd'hui des ratios monétaires. Donc, c'était un vrai enjeu pour nous. Et donc, on a décidé de développer notre propre outil d'estimation de l'empreinte carbone de ces dispositifs médicaux, des médicaments et d'un parcours de soins en général. C'était vraiment c'était plutôt le parcours de soins qui nous intéressait.
L'idée, c'est de pouvoir aider les professionnels de santé de la PHP, mais pas que, parce que vous verrez que l'outil, il a été rendu public, à prendre des décisions. Par exemple, entre deux dispositifs médicaux, quelle est la bonne décision d'un point de vue environnemental quand vous avez le choix en termes de qualité de soins. Et puis de valoriser aussi les efforts qui sont faits par les services, parce qu'il y a énormément de services à l'hôpital qui font déjà beaucoup de choses, qui mettent en place des pratiques vertueuses et qui voudraient soit convaincre d'autres collègues, soit montrer leurs efforts. Il y a aussi un petit enjeu de publication scientifique, hein. Donc voilà, ça c'était nos gros enjeux et on a développé pour cela, si on passe à la slide suivante, un outil qui s'appelle Carbon, dans lequel l'objectif c'était de estimer l'empreinte carbone d'un parcours de soins. Évidemment, pour calculer l'empreinte carbone d'un parcours de soins, on a besoin de calculer l'empreinte carbone des éléments qui la composent, et donc bien sûr des dispositifs médicaux et des médicaments. Donc on a créé cet outil qui est un tableur Excel, hein, dans lequel il y a 4 onglets de travail. 2 onglets qui vont permettre de calculer l'empreinte carbone d'un dispositif médical et puis l'empreinte carbone d'un médicament. Une fois que vous avez calculé l'empreinte carbone d'un dispositif médical particulier, vous allez pouvoir le stocker dans une base de données et puis l'utiliser dans le calcul de votre parcours. Donc cet outil, on l'a mis en ligne, on a pris le parti de le partager, les fruits de nos travaux avec tout le monde pour que tout le monde puisse l'alimenter. Et inversement, voilà, qu'on puisse partager nos travaux. La méthodologie et tout l'outil sont disponibles via le lien qui est sur cette présentation. Un tout petit mot sur la méthodologie, je ne vais pas rentrer dans le technique, tout est dans le guide, mais globalement, cet outil, il s'appuie sur les principes de l'ACV, mais simplifié. Vraiment, c'est très simplifié pour plein de raisons. La première, déjà, c'est qu'il n'y a qu'un seul critère qui est mesuré dans cet outil, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième, c'est que forcément, on a fait un cycle de vie standard et simplifié pour calculer l'empreinte carbone de ces dispositifs médicaux ou médicaments. Ici, je vous ai mis l'exemple du modèle, du cycle qu'on a modélisé dans l'outil pour les médicaments. Voilà, mais c'est nécessairement simplifié. Et puis, évidemment, on a parlé beaucoup, mais on n'a pas toute la donnée à tous les endroits. Donc, on a essayé de faire des recherches pour proposer des hypothèses par défaut qui estimeraient certains bouts de ce cycle de vie. En l'occurrence, voilà, et forcément à ces calculs, on a associé une incertitude pour pouvoir montrer qu'évidemment, il y a des bouts qui sont fortement incertains puisqu'on utilise des hypothèses par défaut. Voilà. Et quand on utilise ces hypothèses par défaut, l'incertitude est forcément plus élevée. On essaye d'être assez transparent là-dessus. Évidemment, la dernière limite de cette méthodologie, c'est qu'on utilise des facteurs d'émission qui sont publics ou institutionnels. Donc, évidemment, ces bases, elles ne sont pas toujours exhaustives. Mais voilà, on essaye de contourner ces limites par divers moyens. Donc voilà, hyper rapidement, je vous montre l'exemple du premier parcours qu'on a calculé, qui est en cours de finalisation, mais qui est une chirurgie ambulatoire ORL, avec le docteur Leclerc à la Riboisière, et on a déjà identifié quelques dispositifs médicaux sur lesquels on aurait pu travailler. Et puis la slide d'après, en fait, juste pour vous montrer que ce projet, il est déjà en cours. La méthodologie, elle est déjà utilisée dans de nombreux projets à la PHP. En fait, il y a plein de soignants paramédicaux qui se sont emparés de cette méthodologie pour pouvoir répondre à certaines de leurs questions. Évidemment, les thématiques, elles sont parfois classiques, parfois plus originales, mais par exemple, la question de l'administration des médicaments en injectable ou en péros, la question de l'utilisation de certaines technologies comme les robots, la question des endoscopes à usage unique ou réutilisables. Voilà, évidemment, la communauté soignante se pose la question et on a essayé de construire cet outil pour qu'il puisse avoir des éléments de réponse. Voilà, merci beaucoup. Merci Inès pour ce partage. Avant de passer aux questions-réponses, on va prendre une dernière intervenante, Bérénice Schell, qui va nous présenter le forum santé de fin de l'année. Je ne vois pas Ça arrive. si les slides peuvent arriver. Moi, je l'ai. Ouais, nous on les a pas. Je crois qu'elles sont juste après les slides. C'est juste que tu n'es pas encore en partage d'écran. Enfin, pas tout. Voilà. Ouais. Non. Bonjour. Pardon. Excuse-moi. C'est bon. Vas-y.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me laisser l'opportunité de présenter ce projet Shifter. C'est un projet que je copilote avec le docteur Marie Boisson, donc au sein de l'association des Shifters, les bénévoles du Shift Project. Nous, on a choisi d'aborder le sujet plutôt côté adaptation et résilience, puisque comme vous le savez, le changement climatique et aussi les dépassements des autres limites planétaires va affecter de manière directe et indirecte le système de santé, et notamment au travers d'une population qui est déjà fragilisée parce que vieillissante, exposée à des toxiques, précarisée, etc. Et puis, il y a aussi les pénuries de ressources et les tensions d'approvisionnement qui ne vont pas arranger l'offre de soins. Donc en fait, on s'est posé la question, tout simplement, comment est-ce qu'on va soigner en 2050? Hem pour y répondre, on a choisi d'organiser un congrès scientifique qu'on a appelé Santé en 2050. Pour les connaisseurs, c'est, quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu médical, médico-scientifique. C'est un congrès, destiné donc aux professionnels de santé, hem qui va du coup alterner un programme fixe avec des conférences et tables rondes qui vont porter sur l'approvisionnement, la gestion de crise, les approches intégrées en santé, mais aussi sur l'éthique. Euh, et un programme entre guillemets variable, puisque il y a des participants qui ont soumis leur projet. Donc, on a 20 résumés déjà soumis et qui sont en train d'être évalués par notre comité scientifique qui va sélectionner donc les meilleurs projets à présenter. Ce congrès a lieu le samedi 29 juin à l'hôpital des Diaconesses à Paris. C'est près du métro Nation. Donc voilà, le congrès en quelques chiffres, c'est une équipe organisatrice de 20 shifters, un comité scientifique avec 11 spécialistes reconnus qui viennent de tous les CHU de la francophonie, déjà plus d'une centaine d'inscrits et 20 résumés soumis, et environ 30 000 euros déjà dégagés grâce à nos partenaires qu'on remercie beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site santé2050.org et à vous inscrire. Merci. Merci Bérénice. Donc voilà, on a fait un peu enfin pas complètement, mais le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Après on va avoir une série de questions-réponses et une conclusion par Laurie Marot et Jean-Noël Geist. Peut-être une première, avant les questions-réponses, rapidement vous présenter les 4 ateliers collaboratifs qui vont suivre à partir de 16h15 ou 16h30 en fonction du retard qu'on aura pris. Donc l'atelier numéro 1, c'est principalement axé sur la cartographie matière, dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'aller plus en profondeur et d'essayer de comprendre quel type nouvelles de données on peut récupérer et surtout aussi si certaines hypothèses peuvent être améliorées. L'atelier numéro 2, ça va être sur les médicaments plus précisément. Donc, comment préciser la répartition de l'empreinte carbone nationale de notre consommation le long de la chaîne de valeur. Donc, c'est ce qu'on a évoqué. Atelier numéro 3, la même chose, mais sur les dispositifs médicaux. Et l'atelier numéro 4, sur décarbonation et relocalisation, c'est quels sont les freins et les opportunités pour les industriels de santé. Donc, voilà. Je passe maintenant la parole à Jean-Noël pour les questions-réponses. Je pense que tu as dû mettre de côté quelques questions à laquelle on va être amené à répondre. Normalement, une bonne partie des réponses ont été déjà fournies dans le chat, mais on peut en prendre certaines d'autres. Donc, on a à peu près 10 minutes avant de passer à la conclusion. Oui, absolument. Merci à tout le monde. Petite précision, juste pour celles et ceux qui n'ont pas pu scanner le QR code pour le congrès Santé 2050 qui se tient le 29 juin, je me suis permis de mettre dans le chat les bons liens d'inscription et de découverte. Donc, allez-y, ça sera génial. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. On a essayé d'en regarder et de les fusionner au maximum. Il y a pas mal de questions aussi dans l'onglet questions et réponses. On va en prendre aussi quelques-unes. Et je vais passer la parole à Mathis pour poser la deuxième question. Je vais me permettre de poser tout d'abord la première. Une première question, du coup, sur les périmètres
des travaux. Il y en a eu beaucoup, je le fais un peu à l'appel et puis je laisse Clara, Erwan et Thomas répondre parce que les questions de périmètre dans les bilans carbone, comme on le sait, c'est absolument clé. Donc, prenez-vous en compte les médicaments consommés à l'hôpital? Quid des médicaments produits puis exportés en dehors de France? Quid des médicaments ou également et en particulier des DM? Pourquoi ne pas avoir pris en compte l'ensemble du cycle de vie? Ça fait beaucoup, hein. Quid des médicaments remboursés versus non remboursés? Est-ce que vous avez pris en compte la question du développement, la R&D? Donc voilà pour une première question périmètre. Je C'est vais parti. essayer de répondre à ça. Alors, le périmètre, c'est, comme je l'ai dit, vraiment uniquement les médicaments remboursés dispensés en ville, puisqu'on a utilisé la base de données OpenMedic de l'assurance maladie qui référence les remboursements des médicaments dispensés en ville. Ce que ça veut dire, c'est qu'il nous manque l'ensemble de l'hôpital, donc tout ce qui est inclus dans le GHS, tout ce qu'il y a dans la rétrocession, tout ce qui est liste en sus pour les médicaments. Il nous manque aussi tous les médicaments sur prescription, mais non remboursables. Et il nous manque également tous les médicaments non remboursés. Donc, ils peuvent être sous prescription ou non. Par exemple, le paracétamol, il peut être sous prescription, avec une prescription et remboursé. Avec une prescription, mais la personne ne se fait pas rembourser. Il peut être aussi juste over the counter, récupéré à la pharmacie. Donc, tout ce qui n'est pas remboursé, on ne va pas l'avoir en vie. Et donc, oui, il nous manque effectivement tout l'OTC finalement. Les DM ne sont pas pris en compte juste à ce stade. la raison pour laquelle on ne l'a pas inclus, c'est parce qu'on n'a pas les données. Je pense qu'on a été suffisamment clair depuis le début, Surtout pour l'hôpital. surtout pour l'hôpital et pour tout ce qui est ce qu'on appelle OTC, over the counter, comme tu dis. Tout ce qui est, donc, le périmètre que l'on veut à terme, c'est l'ensemble de la consommation des médicaments en France. Que ça aille de la crème que l'on achète juste comme ça jusqu'aux prescriptions. À condition que ce soit un médicament. Que ce soit un médicament, tout à fait. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est pas inclus, c'est pas pour une autre raison. Autre chose, donc, pourquoi pas la production en France exportée? Pour la même raison, à ce stade, on n'a pas les données sur les quantités exactes de médicaments produits en France et exportés. Pour autant, on pense avec l'équipe santé que les médicaments qui sont produits en France et exportés, il y a une grande chance qu'ils soient aussi consommés en France et donc nos mesures de décarbonation qu'on produira à la fin de notre rapport, elles seront applicables à ces médicaments qui ont été produits en France et exportés. Il y avait une question sur l'ensemble de l'analyse de cycle de vie. À ce stade, on prend que la phase production. C'est un choix qui a été fait par les équipes parce qu'on pense que c'est la phase qui est la moins connue finalement et que c'était aussi probablement la plus importante. Probablement. Donc pour l'instant, on a ça. Est-ce que a posteriori, on prendra en compte la R&D, la recherche clinique, la fin de vie? On le souhaite. Je ne peux pas répondre aujourd'hui si on le fera ou pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Oui, et juste pour compléter, du coup, aussi pour pour la partie hôpital, pour la partie exportée, si vous avez des données, on est très preneur, hein. Donc là, c'est à défaut de données qu'on n'en fait pas, mais si on en a, on en fera. Une question qui est similaire, du coup Mathis, ça te fera la troisième, comme ça tu pourras complémenter. Une question assez similaire, c'est quels sont les points communs et les différences entre les périmètres utilisés par le LEM dans son étude réalisée avec EY et les périmètres utilisés par le CSF Industrie de santé? Alors, je vais parler sous couvert de complément de la part du LEM, si quelqu'un du LEM est présent. Pour le LEM, en fait, ils avaient fait deux approches. Il y a une approche qui était uniquement la consommation des médicaments en France et une approche qui était sur la production. Donc, quand on voit les résultats du rapport du LEM fait en collaboration avec EY, on a vu qu'ils avaient sorti deux facteurs d'émission, un qui était uniquement pour la production française et un qui était plus large, qui englobait la production et finalement la consommation. Donc une partie de la consommation, comme le disait Clara, inclut une partie de la production française. Mais la consommation française est bien plus large que la production française. Et la deuxième question, c'était par rapport au CSF. Le CSF est sur la production française. Les deux. Les deux.
C'est le même périmètre sur lequel elle était dans le... Alors, merci pour ça. Est-ce que Étienne, vous voulez compléter? Il est parti. Ah, Étienne a Il dû est nous parti. quitter, pardon. Il a dû nous quitter assez tôt. On travaille, on a soumis au LEM un petit document qu'ils sont en train de relire et qu'on va pouvoir intégrer dans le rapport précisément là-dessus, au même titre qu'il y a des petits passages sur Ecovamed ou sur la PHP, etc. Je passe la parole à Mathis pour compléter. Mathis qui a aussi récolté plusieurs questions et les a organisées. Merci beaucoup, Jean-Noël. Alors, je vais reposer une autre question à l'équipe projet. Peut-être pour que vous puissiez expliquer en fait comment on peut travailler avec vous pour essayer de partager des données. Donc déjà, en fait, la première question, c'est est-ce que vous allez vous baser sur les données existantes de l'ADEME, de EcoInvent, etc. Et ensuite, en fait, comment on peut vous contacter? Est-ce que si on sait qu'on a des données confidentielles ou on souhaite pas forcément publier en notre nom les données partagées, vous avez des moyens de vous partager ces données enfin, de manière confidentielle? Vos micros sont pas allumés, donc on vous entend pas. C'est bon? Là, c'est bon. Ouais. Ok, je disais déjà, si ça n'a pas été déjà fait dans le chat, on peut mettre l'adresse générique pour nous contacter par mail. Et donc, du coup, il n'y a pas de réponse. La réponse est un peu au cas par cas. Faut qu'on voit avec les acteurs quelles sont leurs données et quelles sont leurs difficultés en termes de confidentialité pour voir si on peut mettre en forme la donnée de façon à ce que nous, on puisse nous en servir pour faire nos calculs et que ça ne soit pas problématique de publier pour l'organisme qui nous les partage. Donc, pour prendre quelques exemples, on a déjà eu en fait un cas dans les données qu'on a utilisées et qu'on mettra en ligne la semaine prochaine. Je ne sais plus si on l'a dit, mais on n'a pas encore mis en ligne tous les calculs, on le fera la semaine prochaine. On avait une des bases de données de la CNAM qui est pas une. Donc, il y en a une qui est publique et une autre qui n'est pas publique et que la CNAM nous a transmise. Merci à elle. Et du coup, dans cette base de données, il y avait des données, par exemple, monétaires qui étaient confidentielles. Et il se trouve que nous, elles ne nous intéressaient pas pour nos calculs. Et donc, on a tout simplement retiré des colonnes de la base. Et de cette manière, elle devient plus liable. Un autre exemple, là, qu'on n'a pas encore eu, mais qu'on aura peut-être, c'est que pour les provenances de principes actifs, on aimerait avoir des données plus précises que ce qu'on a pour le moment, et donc qu'on ait les données fabricants, donc soit venant des fabricants directement, soit celles qu'ils transmettent à la CNAM, à la NSM, pardon, où ils doivent dire, bon, bah, nous, on a tel site qui peuvent nous approvisionner, et du coup, ça serait plus précis pour nous, parce qu'on saurait que c'est vraiment les données pour la France, plutôt que les CEP qui sont pour l'Europe. Mais du coup, ces données sont confidentielles et il nous semble qu'elles sont surtout confidentielles parce qu'elles se réfèrent à un laboratoire en particulier. Or, nous, ça ne nous intéresse pas de savoir que tel laboratoire produit telle molécule. Nous, ce qu'on va avoir, c'est le tonnage totaux de la molécule en question qui peut être produit par plusieurs laboratoires. Et du coup, là, peut-être qu'il suffirait d'agréger les données labo par labo, de les agréger pour avoir juste les tonnages par molécule, anonymiser des noms des labos, pour que là, ça devienne à la fois utilisable pour nous et publiable. Donc du coup, ça peut être mettre en forme, ça peut vouloir dire retirer une partie des données, ça peut vouloir dire agréger de manière à ce que ça devienne anonyme, ça peut vouloir dire encore d'autres choses, et c'est à voir au cas par cas en discutant avec les acteurs. Je sais pas si ça répond à toutes les questions. Merci Aaron, c'est complément. Je vais en profiter pour poser une autre question, cette fois-ci changer d'interlocutrice notamment, et passer à une question pour vous, Claire. La question qui était posée dans le chat, c'était sous quelle forme la CNAM envisage de développer la prévention en santé environnementale? Donc, cette question est assez large, mais peut-être que vous avez des éléments à apporter là-dessus. Oui, alors très large et puis un petit peu bon, plus loin sans doute des enjeux d'aujourd'hui, mais en tout cas sur la santé environnementale, c'est un sujet là aussi un peu nouveau pour l'assurance maladie. On mène des campagnes de prévention sur différents sujets et l'idée c'est d'aborder de nouvelles thématiques, mais avant ça, on doit
se positionner côté assurance maladie parce qu'il y a d'autres acteurs qui interviennent sur le champ de la santé environnementale et l'idée, c'est pas de refaire des campagnes ou même des études qui sont déjà faites et bien faites. Donc, on a dans notre programme de travail, en tout cas, l'ambition de développer à la fois des partenariats pour mener des études pour mieux connaître finalement l'impact de l'environnement sur la santé des personnes et donc sur les dépenses de santé financées par l'assurance maladie. En fonction de ça, de travailler sur des campagnes de prévention auprès des assurés comme auprès des professionnels de santé ou avec les professionnels de santé sur différentes thématiques. Alors, pour exemple, on a des caisses primaires sur le territoire qui se sont déjà lancées dans des expérimentations, dans des initiatives sur les perturbateurs endocriniens ou sur la qualité de l'air intérieur, etc. Donc, voilà, on a recensé un peu ces initiatives et l'idée, c'est de capitaliser et de se positionner donc, là où on a en tant qu'assurance maladie, en tant que partenaire des professionnels de santé, une valeur ajoutée par rapport à d'autres actions sur ces sujets-là. Donc, ça fait partie en tout cas des perspectives pour les prochains. Merci beaucoup. Jean-Noël, est-ce que tu as d'autres questions, tu as noté d'autres questions à poser? Je pense qu'on peut conclure puisque le temps passe. Oui, il y avait beaucoup d'autres questions, beaucoup de questions techniques. Donc, je reconnais là qu'il y a une grande compétence technique parmi beaucoup des participants à ce webinaire. C'est assez extraordinaire d'avoir un tel rassemblement de compétences techniques. Donc, je salue vraiment ça et j'encourage toutes celles et ceux qui ont quelques heures à dédier à cette question cruciale qu'on traite dans le rapport, eh bien, à prendre le temps de le relire et à faire part de leurs remarques et de leurs suggestions directement dans le document qui est sous forme de Google Documents qu'on met à disposition de tout le monde. Je me permets de remettre ce document pile dans le chat, comme ça vous y avez accès et vous pouvez faire vos retours, partager vos questionnements, faire vos critiques, s'il vous plaît. On est très preneur de critiques. Vous pouvez les faire en suggestion ou en commentaire. Allez-y. Et si vous ne souhaitez pas que vos retours soient affichés publiquement, vous pouvez évidemment nous les faire par mail à indussanté@theshiftproject.org. Si quelqu'un peut mettre le petit mail dans le chat, ça m'arrange. Merci beaucoup. Et donc, oui, comme le dit Laurie, nous étions presque, on était même 440 au pic, je crois, spectateurs à ce webinaire. C'est énorme pour un sujet comme celui-ci. Donc, je salue l'intérêt des professionnels et des amoureux du secteur pour ce sujet. Et puis, je passe la parole à Claire pour une petite conclusion. Et puis à Laurie ensuite, je crois. C'était Laurie, mais En prie, Claire, si tu as quelques mots, n'hésite pas. à part un mot de satisfaction de l'intérêt avec tous ces participants connectés et le fait que voilà, ça rejoint les travaux et les échanges qu'on peut avoir côté CNAM avec les acteurs du système de santé. Bon, je pense il y a une vraie volonté en tout cas de s'emparer de ces sujets et donc voilà, on a une belle piste de travail pour les mois qui viennent. Et merci à tous pour l'intérêt pour le sujet et merci à tous ceux qui pourront contribuer. Merci beaucoup, Claire. Donc, du coup, je prends la suite. Je ne vais pas être longue parce qu'on a besoin de cette pause avant les ateliers, je crois, toutes et tous, qui démarreront donc à 16h15. Je ne me trompe pas, mais je laisserai Jean-Noël refaire un point de 10 secondes à la fin de ce mot. Globalement, un grand merci pour votre présence. Effectivement, on a vu l'intérêt que suscitait le sujet. On ne vous cache pas que techniquement, ça a été, ce projet a été assez retors. Donc, moi, je suis toujours entourée de gens extrêmement compétents et performants et que j'admire. Mais là, j'ai bien vu que ça transpirait un tout petit peu plus que d'habitude pour aller à la recherche des données et pour réussir à délivrer du travail, notamment sur toute la partie carbone, parce que tout simplement,
on va pas inventer des données qui n'existent pas. Et donc, pour le moment, du coup, on est très content d'avoir pu, en tout cas, générer cet intérêt et fournir cette première vision de ce qui nous semble être une méthodologie viable. Beaucoup de questions sont revenues sur est-ce que vous avez entendu parler de telles initiatives, est-ce que vous êtes allé voir les ACD des labos, est-ce que vous avez pu vous entretenir avec un tel et un tel. Alors, je ne peux pas garantir que j'aurai à 100% raison en vous disant globalement oui à chacune de vos réponses, mais c'est un petit peu le travail qui a été exercé. On essaye vraiment de travailler sur la collaboration. Moi, j'ai une appétence particulière en étant à l'école de santé publique de Rennes pour la décision publique et pour la décision médicale que va venir un petit peu soutenir ce travail du Shift. Et maintenant que je travaille le Shift depuis quelques années, j'ai développé aussi un amour modéré mais sincère pour la décision industrielle. Et donc, je pense que c'est aussi très important. On a besoin de ces supports industriels. On a besoin d'avoir une industrie du médicament qui soit solide et soutenable. Et donc, il faut aussi en passer par là pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Donc, l'optimisme est nécessaire et la collaboration est tout aussi évidente et nécessaire sur ces sujets. Et je retiens finalement l'enjeu de santé environnementale qui est bien retenu, qui est bien revenu dans les propos. Je pense que la santé environnementale, il faut seulement se dire qu'elle est maintenant tout le temps partout, à chaque instant, que c'est un peu l'objectif principal et que toutes les actions qu'on va mener en décarbonation et ailleurs doivent servir cet objectif principal. J'ai écouté encore une conférence de Philippe Brancola hier voilà, sur les enjeux de biodiversité. Donc, on est là-dedans collectivement embarqués et je trouve que c'est quand même très enthousiasmant de voir que ça génère un tel intérêt et une telle mobilisation. Donc, pour la suite, on a besoin de vous. C'était le message principal. Et merci à l'équipe et un grand merci au soutien de la CNAM sur cette aventure.